Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter la démarche qui a été effectuée par l'Agence d'urbanisme et de développement du Grand Amiénois sur le développement d'un plugin permettant d'importer et de consulter le cadastre à partir de produits open source. Donc rapidement, les agences d'urbanisme, c'est des associations loi 1901. Il y en a à peu près une cinquantaine en France et dans les dom-toms. Le but, donc elles sont financées à 100% par des fonds publics, régions, départements et collectivités. Et le but, donc, c'est d'accompagner les politiques publiques. On peut faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, ils peuvent nous commander des études, des enquêtes. Par exemple, on a fait des enquêtes sur les modes de déplacement. Actuellement, on fait une enquête sur les 28 000 étudiants d'Amiens. Voilà, c'est un petit peu une structure d'études, en fait, un peu open bar pour les collectivités adhérentes. Donc voilà, c'est juste pour situer le contexte. Voilà, le Grand Amiénois, en fait, c'est pas juste l'agglomération d'Amiens, c'est les 386 communes qui sont constituées par plusieurs intercommunalités. On voit pas bien jusqu'en bas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 48% des habitants qui sont dans l'agglomération d'Amiens, soit 175 000 sur les 340 000. Et on a beaucoup de petites communes rurales avec peu de moyens, puisque plus de 40% des communes du pays ont moins de 200 habitants. Avec le record français d'une commune de 7 habitants. Donc en fait, c'est un village, ils sont tous au conseil municipal, donc ils s'entendent bien, il n'y a pas de souci. Ça se passe bien les réunions chez eux. Côté interne, d'abord par philosophie, puis finalement soutenu par la direction. On a une politique d'utilisation des briques libres. Et donc on utilise le logiciel QGIS, qui est un logiciel de visualisation, de traitement de données, de représentation et de cartographie, qui peut se coupler avec GRASS, qui est un autre logiciel plutôt orienté traitement d'images, images satellites et autres choses. Tout ça stocké dans PostgreSQL, puisqu'on a des données assez volumineuses qui peuvent être même jusqu'à l'échelle européenne. QGIS est aussi décliné dans une version serveur permettant de faire des serveurs cartographiques. Donc quand il est couplé avec Apache et puis un viewer cartographique. Donc voilà, avec des serveurs OpenFuse. J'ai trouvé mon bonheur là-bas. Voilà, on utilise quelques logiciels propriétaires comme Global Mapper pour du post-traitement d'images satellites quand GRASS décroche un petit peu, et SpaceEye pour les maquettes 3D. Mais ça commence à venir aussi avec QGIS. Et il y a un module spatial pour Talend, mais malheureusement, il n'est plus supporté, donc on est obligé de trouver une autre solution. Le contexte politique, en fait, dans la Somme, en 2009, on avait beaucoup de retard, puisqu'en fait, le cadastre, c'était juste des planches papier, souvent blanc coté, corrigées à la main. Donc, on a fait un partenariat avec la DGFiP, et donc toutes les agglomérations, le conseil départemental, la région, pour numériser intégralement le cadastre, qui était quand même la première chose à faire avant de vouloir l'afficher dans un logiciel. Et puis c'est arrivé, finalement, les communes nous ont dit comment on fait pour afficher, et on avait une pléiade de commerciaux qui nous ont démarché avec des applications allant de 300 à 3000 € pour importer le cadastre et faire des applications métiers. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'on l'a fait par philosophie ou par intérêt financier ? Moi, sûrement par philosophie. Les élus ont donné leur feu vert, sûrement par intérêt financier. En même temps, quelque part, si on veut être pragmatique, c'est assez logique, puisque les données du cadastre sont des données financées par les citoyens. C'est des données gratuites, mises à disposition des communes, puisque c'est leurs propres données, tous les ans. Mais le problème, c'est qu'il faut payer un logiciel pour pouvoir consulter ses propres données. Donc, là où est un petit peu l'illogisme. Et puis si on calculait sur les 386 communes, même en prenant des logiciels à 300 €, la facture grimpait assez vite. Donc ils ont décidé de se mutualiser. La structure politique pays, finalement, qui regroupe les intercommunalités, est assez intéressante pour remonter les projets. Avec l'objectif uniquement, pas seulement de pouvoir importer le lien, mais de rentrer dans une logique de performance. Donc on a utilisé le socle QGIS. Donc il faut savoir que, je sais qu'avec le projet de loi, c'est mort un peu pour l'open source, mais d'un autre côté, leur ministère, par exemple celui du développement durable, de l'habitat, de l'agriculture notamment, utilise QGIS, y compris l'INSEE. Donc ils ont abandonné leur logiciel propriétaire pour passer à QGIS. Ils mettent quand même 50 000 € sur la table en amélioration, en développement, ce qui n'est pas rien.
C'est dommage que voilà, la politique interne des ministères ne soit pas reconnue ensuite. Comme un navigateur Internet, il a un système de plugins qui permettent d'étendre ses fonctionnalités. Il y a récemment d'ailleurs l'agence de Marseille qui a fait un plugin qui permet de géocoder. Donc à partir d'adresses, ça va vous localiser des points automatiquement par rapport à la BAN, la base d'adresse nationale. Si vous passez sur le stand à Lyonnette, je ferai une petite exception. On ne parlera pas d'OpenSUSE, on pourra parler localisation et données spatiales. Donc un système de plugins en Python. Et avec toujours l'objectif que le logiciel allait être installé, parce que dans les communes de moins de 200 habitants, vous n'attendez pas à avoir de la DSL. Dans le meilleur des cas, on a du 1 méga. Donc des architectures serveurs web, c'était pas possible. La secrétaire de mairie, elle avait besoin d'un logiciel qui tourne sur son PC archaïque. Donc, il fallait aussi bien que ça couvre le PC vétuste au moins de plus de 8 ans à un géomaticien qui va avoir besoin de traiter des données à l'échelle régionale ou même avec la fusion de régions, encore plus de données cadastrales. Donc côté français, c'est un peu grillé, mais par contre l'Europe, dès qu'on a un projet open source, c'est plutôt partenaire. Donc on a réussi à avoir des fonds européens et aussi cumulés avec les branches, la branche budgétaire TIC du Conseil régional de Picardie. Au-delà du financement mutualisé, moi, je n'étais pas spécialiste du cadastre puisqu'on ne l'avait pas exploité, puisqu'il n'était pas disponible. On a fait appel non seulement donc, en orange chez les acteurs locaux et en bleu, donc on voit pas. On a eu le conseil départemental du Pas-de-Calais, donc ça c'était avant la fusion, c'était en 2010-2012, donc on s'entendait déjà bien. On a Géo-Bretagne, voilà, on a pas mal de structures, y compris par le relais avec les forums d'utilisateurs de QGIS et des forums autour de l'information géographique. Donc on a eu un bon retour, des bons tests, parce que le plugin au départ marchait très bien sur le cadastre de la Somme, mais comme il avait été fait très récemment, on va dire que tout le monde était un peu au point, mais il y a des cadastres, et le cadastre de Lorraine est un petit peu spécifique, et également celui de PACA. Donc il fallait vraiment une grande communauté de testeurs et d'utilisateurs. La fonctionnalité donc, principale, c'était donc de convertir ce format exotique que la DGFIP fait. Donc, le format il est ouvert, mais forcément les logiciels internationaux ils vont pas perdre du temps à packager un format. Bon, il y a quand même un driver libre qui permettait déjà d'afficher les données, mais brutes, donc sans inexploitable pour le commun des mortels, d'importer le cadastre, de le transformer, de pouvoir l'interroger. Donc c'était lié la partie plan, la partie graphique que vous voyez sur cadastre.gouv.fr avec la partie fiscale, donc tout ce qui est taxe d'habitation, surface, impôts, etc., propriétaire, de rechercher évidemment sur ces données et de faire de l'édition, puisque QGIS permet de faire des cartographies. Donc la valorisation peut se faire au niveau statistique ou cartographique. J'ai un petit screencast à vous montrer vite fait pour le fonctionnement. Alors QGIS, c'est un module récemment, si vous voyez bloc 3D, c'est parce qu'il a il permet de faire des blocs diagrammes que les paysagistes apprécient beaucoup, des blocs diagrammes en 3D. C'est un WebGL, ça s'ouvre dans n'importe quel navigateur récent. Si vous voulez voir, je pourrais vous montrer. Donc voilà, on lance QGIS, on va passer par le menu extension, on va installer le plugin qui s'appelle Cadastre. On n'a pas fait de très original, c'est super déformé, je suis désolé. On va l'installer, donc ça se fait en un clic, c'est très facile. Il faut savoir que là, c'est l'interface complète avec des barres d'outils à gogo partout. Ce qu'il faut savoir, là, on a un nouveau panneau de recherche qui s'affiche pour faire des recherches sur communes, adresses, propriétaires. Donc là, ça parle de magique dans la vidéo. En fait, ce qu'il faut voir, c'est les DGO, c'est le format du plan cadastral, le plan graphique. Les fichiers magiques, c'est la base fiscale. Donc c'est uniquement des données alphanumériques qui sont réparties sur 5 fichiers. Donc le bâti, le non bâti, le fantoir, c'est toute leur base adresse qui maintenant est regroupée dans la base nationale, la BAN. Le non bâti, les propriétaires et d'autres choses. Donc en fait, malheureusement, la DGFIP, elle envoie sur CD-ROM des fichiers, mais ils ne s'appellent jamais pareil. Donc ça, c'est la seule chose que l'utilisateur a à faire, c'est de renseigner manuellement le nom et l'extension de ces fichiers. Donc nous, c'est un point 800 parce que c'est la Somme, mais il y en a, c'est des points 22, mais ils ne sont pas du tout dans le département 22. Voilà. Les noms ne sont pas toujours les mêmes, mais voilà, ils arrivent à s'y retrouver comme ça. Donc une fois que c'est configuré, on va choisir d'importer les fichiers, donc IDGO.
Sachant qu'on peut faire l'un ou l'autre. Par exemple, un bureau d'études qui va travailler sur le plan cadastral, il n'a pas le droit d'avoir la partie fiscale, donc il va avoir que les DIGEO. Ça va lui permettre d'avoir un fonds cadastral exploitable ensuite pour faire des documents d'urbanisme, des études pour la commune, etc. Le mode de stockage de la base, on a prévu... donc nous, on travaille sur PostgrePOGIS, mais je me voyais mal dire à une petite commune rurale qu'il fallait installer un serveur base de données pour pouvoir consulter leur cadastre. Donc il y a deux stockages alternatifs. Il y a le Spatialite, donc qui repose sur SQLite, petite base embarquée, et ou PostgrePOGIS. Donc là, pour la démonstration, c'est du Spatialite. Donc, de toute façon, dès qu'on va dépasser l'échelle intercommunale, c'est conseillé de prendre du Postgre. Ensuite, on va installer Magic. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les DIGEO, il est découpé par commune, par planche, et tout ça, c'est compressé dans des archives elles-mêmes compressées. Donc, le plugin va s'occuper en récursif de tout décompresser. Après la nique du format, puisque la DGFIP, en fonction des évolutions de loi, de notre fiscalité, il peut y avoir des nouvelles choses ou des choses qui disparaissent. Donc, le modèle, des fois, est un petit peu adapté, donc il faut préciser. Et la personne peut préciser aussi le millésime elle-même. Donc là, l'import, c'est sur une commune... une petite trentaine de communes. Ça va, là, je l'ai mis un petit peu en accéléré, mais sinon, montre en main, c'est 2 minutes. Donc ça va. Et une fois que la base elle est faite, de toute façon, c'est fait. Ils sont tranquilles pour un an. Là, ensuite, on va le charger. Encore une fois, on choisit le mode de stockage, Spatialite ou PostGIS. J'ai plusieurs bases connectées. Et on va choisir un thème classique qui est la charte graphique de cadas.gouv.fr. On s'est dit que ça ne servait à rien de perturber les habitudes des utilisateurs. Et là, on va charger les données donc, qui vont s'afficher sur l'emprise. Donc voilà, une communauté de communes, donc, voilà, avec un nombre d'objets assez conséquent. S'il avait dû charger couche par couche, objet par objet, les parcelles, ensuite les cours d'eau, les voiries, etc., ça aurait été très long à mettre en forme. Et tout est géré automatiquement. Au fur et à mesure qu'on zoome, il y a de nouveaux objets qui apparaissent, toujours dans un souci de performance. Voilà. Donc là, j'ai un portable récent, mais le screencast, il a été fait sur la mairie du coin, donc ça marche très bien. Et quand on clique donc sur une parcelle, on a le propriétaire, la surface, la contenance, l'adresse, et on peut donc, comme à la DGFIP, imprimer un relevé de parcelle ou un relevé de propriétaire. Donc le relevé de parcelle, c'est la parcelle. Le relevé de propriétaire, ça va lister toutes les parcelles qui lui appartiennent. C'est pratique des fois pour contacter éventuellement un agriculteur qui peut être impacté par un projet d'aménagement. Donc là, c'est des données fictives. C'est pas la peine d'essayer de reconnaître des gens si vous avez de la famille dans le nord de la Somme. En un clic, on peut sélectionner toutes les parcelles d'un même propriétaire. Donc ça, c'est très apprécié par les collectivités pour évaluer les stocks fonciers, notamment qu'ils ont en réserve. Parce qu'après, avec le logiciel, on peut filtrer très facilement ceux qui contiennent du bâti ou du non bâti. Donc ça, c'est pour la sélection graphique. Bien entendu, on a un moteur de recherche contextualisé qui va permettre de se situer sur une commune et tout. Donc là, je vais avancer un peu. Ce qu'il faut voir, donc là, ce qui est bien apprécié aussi, et pour un petit peu vulgariser le cadastre, c'est de le superposer avec une photo aérienne. Mais comme vous pouvez le voir, on ne voit plus les parcelles. Donc c'est là où le thème intervient. Au lieu de prendre classique, on va prendre orthophoto, tout simplement, pour avoir un thème beaucoup plus lisible. Où là, on va avoir les bâtiments en transparence et les parcelles lumineuses. Donc après, ça se style très facilement. Les utilisateurs peuvent partager sur GitHub leur charte graphique s'ils le souhaitent. Pour l'instant, les deux thèmes suffisent amplement pour les besoins. Donc voilà, je reviens à la présentation. Hop. Alors au niveau des bilans et perspectives, la première version a remporté un franc succès, nationalement également, parce qu'on a eu des courriers de félicitations, d'encouragement. Par exemple, l'agglomération de Marseille a déployé cette solution. On a aussi un conseil départemental. Donc voilà, toujours pour bien vous situer, que ça satisfait aussi bien une toute petite commune de 200 habitants qu'un conseil départemental. La région Picardie est aussi passée dessus récemment. Donc la future région Nord, Pas-de-Calais, Picardie, je ne sais pas ce qu'ils prendront, mais ils peuvent le... C'est un sujet qui est très suivi sur les forums. On a notamment le support se passe essentiellement par les communautés d'utilisateurs. Ça m'arrive de recevoir des mails, mais finalement, comme il y a beaucoup d'utilisateurs, des fois, ils ont réponse plus vite sur le forum que de m'envoyer un mail.
On a plus de 30 000 téléchargements en direct par QGIS, donc on en a à peu près 5 000 par version, vu qu'il y a une nouvelle version par an, puisqu'il y a toujours des petits ajustements à faire sur le modèle de données en fonction du modèle de la DGFiP. C'est plutôt pas mal si on fait le bilan par rapport au nombre de communes qui sont déjà intéressées aussi de posséder un tel logiciel, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas très sensibles à l'information géographique. On a en tout cas un retour très positif. On envisage une V2 qu'on a vu avec les développeurs. Le seul hic, c'est que ça a un petit peu trop bien marché, puisque les élus m'ont dit, après tout, l'open source, pourquoi on devrait payer tout seul la V2 ? Puisque vous nous dites qu'il y a des conseils départementaux et des grosses agglos qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Donc je me suis un petit peu tiré une balle dans le pied quand j'ai dit que c'était un succès. Bon, après, je leur ai signalé qu'on utilisait des plugins financés par exemple par l'agence de l'eau à Douvres-et-Garonne ou par le conseil départemental de Corse, et qu'on leur a jamais versé un centime. Donc voilà, après si vous êtes intéressé pour participer au développement, c'est vrai que du coup la roadmap elle est plutôt centrée sur les remontées d'utilisateurs locaux et nationaux que j'ai pu voir. Notamment, on n'a pas d'impression rapide de plan, il faut faire la carte à la main, on va dire, par le logiciel. Donc par quelqu'un qui est habitué, c'est pas très long, mais c'est vrai que par une secrétaire de mairie, ça lui prend un petit peu de temps. Donc on va essayer de faire en sorte que quand vous appuyez, ça fait un cadastre avec la légende, la flèche nord, l'échelle, tout automatique. Des requêtes, on nous a demandé par exemple, en fonction de la contenance de la parcelle, d'estimer la taxe des ordures ménagères. Tout à l'heure, on a vu comment sélectionner sur une commune les stocks fonciers. Quand on travaille sur une intercommunalité, il faut le faire autant de fois qu'on a de communes. Donc ça serait bien de pouvoir automatiser ça. QGIS le permet avec un module traitement qui permet de faire des chaînes de production par l'eau. Et de filtrer la zone d'inchargement, puisque la région, même avec un bon Postgre optimisé, ça fait des milliers et des milliers de parcelles à charger, et ça fait un petit peu beaucoup, alors qu'ils ont généralement qu'une zone sur laquelle se focaliser. Donc on va essayer de faire, en fait, il faudra rentrer les codes des communes et de créer des appellations d'emprise, et après la personne pourra charger une commune, une intercommunalité, un département. Enfin, c'est lui qui choisira les emprises plutôt que de prédéfinir ou de forcer une échelle qui ne répondrait pas aux besoins. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez plus d'informations sur le développement, que vous êtes intéressé, vous pouvez venir sur le stand OpenFuse à Lyonnette, si vous avez des questions. Merci. Suivant, alors. Oui. Utiliser ce logiciel, ça ne dispense pas d'acquérir les données qu'il y a derrière. On va quand même devoir payer pour acquérir les données, d'accord ? Au début, la DGFiP n'était pas chaude que le plugin soit disponible à n'importe quelle personne qui téléchargerait QGIS. De toute façon, si on n'a pas les données, donc c'est les communes qui reçoivent les données. Après, des structures d'études qui travaillent dessus, soit elles passent par la commune qui fait la demande aux impôts, soit elles contactent directement les impôts, et dans ce cas-là, ils leur donnent les fichiers, mais uniquement la partie graphique. La partie fiscale, non, c'est... Parce que je me suis toujours demandé pourquoi le gouvernement ne mettait pas en place des web services pour distribuer la partie graphique. Alors, elle y est, mais... Elle y est. Parce que dernièrement, je sais qu'il y a un truc qui est sorti, mais c'est pas terrible à exploiter. C'est une image, donc effectivement, on peut pas mesurer des choses, on ne peut pas interroger, il n'y a pas de connexion avec les données. C'est pour ça que, effectivement, le fait de pouvoir traiter des données locales qui reçoivent tous les ans dématérialisées, c'est pratique. Mais non, les données fiscales, c'est un tabou, quoi. Ouais. C'est un tabou. Mais... En termes de techno, je pense que ça serait intéressant d'avoir les mêmes synergies qu'un OpenStreetMap dans le monde, comparé à concurrencer un Google Map. Ce qu'on est en train de faire, nous, à côté du groupe PSA, c'est plutôt de faire des travaux avec OpenStreetMap avec un mode collaboratif, avec derrière des composants qui sont un peu, en termes de back-end, un peu similaires, mais avec une gestion plus globale. Parce que là, il y a vraiment un mode, la possibilité de récupérer des maps, un mode collaboratif qui existe déjà autour de la communauté OpenStreetMap. Je pense que ça serait intéressant de le faire d'un point de vue cadastre, que ça soit cette initiative qui est très bonne, qu'elle soit partagée au niveau France, voire au-delà. Parce que le problème du cadastre, c'est effectivement, on n'a pas le droit de le modifier. À partir du moment où on le modifie, c'est quand on dit modifier, après, c'est comme un OpenStreetMap, c'est modifier ou l'enrichir, et l'enrichir peut être spécifique pour chacun. Parce qu'un OpenStreetMap, il y a la vue open, mais après, on peut très bien récupérer des maps qui sont sources. Et ce qu'on fait, nous, au niveau du groupe PSA, c'est d'avoir notre propre infra OpenStreetMap et d'enrichir sur ce qu'on veut. Pas après, le partager ou pas, c'est un autre débat, mais
Donc générer vos tuiles en fait maison. Voilà, tout à fait. On a notre propre infrastructure, comme vous, avec du Il faut voir, là j'importe que le cadastre, bon, j'ai superposé qu'une photo aérienne, j'aurais pu appeler un fond Open Aerial, et d'ailleurs, moi pour enrichir notamment au niveau des équipements, puisque sur un cadastre on a juste la représentation des églises et dans le meilleur cas la mairie, on superpose avec les couches OpenStreetMap. De toute façon, ça, il faut bien le voir. Pour les collectivités, c'est le nerf de la guerre. Pour la voirie, pour l'éclairage public, pour les documents d'urbanisme, tout ce qui est zone à urbaniser, etc. Donc là, par exemple, on va faire un algorithme aussi pour détecter les parcelles vacantes, c'est-à-dire des entreprises qui ne payent plus de taxes ou des particuliers qui ne payent plus de taxes d'habitation, alors plusieurs années de suite, il faut combiner plusieurs millésimes, pour pouvoir se dire, bon bah là, on a peut-être quelque chose à faire sur cette parcelle, toujours avec l'Europe qui surveille ce qu'on ne construise pas sur des terres agricoles. On arrête nos bêtises sur l'étalement urbain. C'est pour ça qu'il y a un lobbying à faire au niveau de l'État, pour que cette super initiative elle soit globalisée un peu. Bah oui, d'autant que voilà, c'est quelque chose qui, de toute façon, qui fonctionne nationalement, c'est un plugin disponible à n'importe quel utilisateur. Et voilà. Après, au niveau du plan, c'est vrai que légalement, on n'a pas le droit d'y toucher. Mais rien n'empêche de superposer de nouvelles données et de sortir une cartographie. L'idée, c'est que l'État, en fait, s'il a une map globale au niveau de la France, pourrait faire du data scientist et des analyses par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur de l'analyse de parcelles. Alors, il faut savoir que le bâti, moi j'avais pris contact avec Gaël, OpenStreetMap, et Christian Quest aussi. Tout le bâti donc, qui a été vectorisé entre 2009 et 2015, nous on l'a reversé dans OpenStreetMap. Donc, à défaut de pouvoir enrichir le cadastre, on utilise des objets du cadastre pour enrichir OpenStreetMap et les projets. Je trouve ce que dit le monsieur très intéressant parce qu'on a un problème au niveau du cadastre, c'est qu'on a des livraisons annuelles. Donc la mise à jour n'est pas très réactive. Non. Donc c'est pas mal de pouvoir. Je travaille dans une entreprise qui gère des réseaux de distribution d'électricité. Et notre fond de plan cadastral n'intègre pas les futurs lotissements, ou en tout cas le lotissement qui vient d'être construit dans la livraison annuelle. Donc c'est sûr que de pouvoir contribuer en ajoutant ce contenu-là, ça pourrait servir. Non Après, seulement à nous, mais aux autres gestionnaires de réseau et à d'autres acteurs. Après, c'est dans la logique, puisque nous, c'est vrai qu'on a aussi un serveur cartographique pour les zones d'activité, pour donner aux entreprises une cartographie des disponibilités foncières dans les zones d'activité, avec un coût moyen du foncier, ce qui peut quand même être intéressant. Donc là, avec une partie web, pas de logiciel à installer, quoi que ce soit. Après, nous, je vois, l'agglomération d'Amiens ne le fait pas, mais je sais que j'ai un collègue sur Caen, ils ont mis en open data justement tous les projets immobiliers. Donc vous prenez le cadastre que vous recevez, vous superposez les projets immobiliers, et là vous avez une vision beaucoup plus claire, effectivement. Bon, ça, c'est sur des initiatives assez locales. Oui, bah oui. Justement, mais c'est ça l'intérêt, parce qu'avec un OpenStreetMap, chacun pourrait avoir sa vue, et en fait, pour avoir les financements qu'il faudrait le porter, c'est dire que derrière, il y a plein de cas business possibles. Mais l'intérêt, ça serait de coopérer en termes de plateforme, et après, chacun fait ses vues OpenStreetMap par rapport à ses use cases, quoi. Il n'y a plus pas. Ouais. C'est vrai que le cadastre... nous, on veut faire ça en tout cas pour ne pas être lié à un Google qui, lui, veut faire du business à notre place. Et on préfère aller justement sur des solutions type open source et amener tout le monde en termes de collaboration. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les agents du cadastre, en moyenne, le cadastre est actualisé en permanence. Mais à un moment, ils figent. Quand ils livrent, ils envoient en fait l'État au 1er janvier. Par contre, c'est là où c'est pas logique, c'est que les collectivités reçoivent entre juillet et septembre ces fichiers-là. Mais quand ils font l'extraction fiscale, ils la font généralement fin juin. Donc on a un décalage. En plus, on a des données fiscales qui ne se ragrègent plus quand il y a eu des séparations parcellaires, des fusions parcellaires ou des notifications du cadastre. Parce qu'on a un décalage de 6 mois entre l'état du cadastre et l'état de la fiscalité. Parce qu'ils le font après avoir traité les déclarations d'impôts. Voilà. Donc voilà, vous voyez, je peux en parler des hommes, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez changer.